Alors, François Sauvadet. Merci Madame et mes chers collègues. Bon, d'abord, comme vous l'avez fait vous-même, Madame la Présidente, moi je souhaiterais aussi évoquer la situation de General Electric. Vous avez employé le mot de scandale, moi je parle d'un drame d'abord, un drame humain. Il y a 1000 emplois concernés, 1000 emplois dont 792 à Belfort, sans compter, vous l'avez dit vous-même, les conséquences sur les sous-traitants, les commerces. Et puis, oui, mais je disais 1000, dont 792 directement sur Belfort. Sans compter les conséquences sur les sous-traitants, les commerces, et puis sur la vie tout simplement des hommes et des femmes, et sur la vie à Belfort. Moi, je vous le dis clairement, le chef de l'État ne peut pas s'exonérer de ses responsabilités, parce que je n'oublie pas que c'était lui, comme ministre de l'Économie, qui a géré ce dossier. Et nous étions déjà à l'époque un certain nombre à nous interroger sur la stratégie d'un rapprochement avec GE. Un certain nombre à nous interroger. Et ce qui m'étonne, c'est que le gouvernement, à l'époque, ait donné son feu vert à cette opération sans véritable garantie, on le voit aujourd'hui, parce que les engagements étaient de créer des emplois. 1 millier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette décision de prise d'en supprimer 1 millier. On savait déjà, il y a 3 ans, qu'il y avait un risque sur ce marché. En tout cas, si on ne le savait pas, il y a de quoi s'inquiéter vraiment. Et il appartient maintenant au gouvernement d'apporter des réponses claires aux salariés, de prendre toutes ses responsabilités, parce que l'enjeu, vous l'avez dit aussi, et je le partage, c'est de garantir un avenir industriel à ce territoire dans une période qui va être extrêmement difficile. Moi, je veux le redire très simplement, je veux saluer, parce qu'on voit bien que certains essaient de surfer sur le malheur des hommes et des femmes de notre pays. Je veux saluer l'engagement de tous les élus, de tous les bords, qui se sont trouvés côte à côte pour témoigner de leur solidarité et du sentiment d'injustice qu'ils éprouvent à l'égard d'une décision qui sanctionne et qui remet en cause des savoir-faire industriels dont nous sommes si fiers. Bon, vous ne l'avez pas évoqué, mais je pense qu'à court terme, maintenant, il faut travailler sur le fonds de développement économique de 50 millions d'euros et faire en sorte qu'on ait une véritable stratégie industrielle en lien naturellement avec l'État, parce que, je le redis, l'État ne peut pas s'exonérer, le gouvernement, de ses responsabilités. Deuxième sujet économique d'importance, c'est l'avenir industriel du Nord-Franche-Comté, le soutien de la région aux côtés du pays de Montbéliard, agglomération, de 25 millions d'euros à PSA. Et vous l'avez vu aussi, le soutien de la région à Forestia à hauteur de près de 5 millions d'euros, 4,9 millions d'euros. On se réjouit comme vous que le centre de recherche s'installe à Bavans. C'est 50 emplois à la clé, mais c'est aussi, au-delà des 50 emplois, une pérennisation et un engagement dans un domaine qui sera un domaine d'avenir, vous l'avez dit, notamment l'hydrogène. Mais moi, je suis tout de même préoccupé, parce que, bien sûr qu'il faut accompagner PSA, mais il faut obtenir des engagements. Et je suis préoccupé de vous entendre dire « je demanderai à PSA ». Il faut que l'aide soit conditionnelle à un engagement formel de PSA, parce que ce que je constate, et je ne suis pas le seul à le faire, nous avons ici même dans nos rangs des acteurs économiques de premier plan dans le domaine automobile, qui siègent dans cette région. Et j'ai évidemment évoqué cet avenir avec eux, avec les professionnels de l'automobile. Depuis quelques années, le groupe PSA est en train de revoir son périmètre sur le Nord-Franche-Comté. Quand je dis ça, je le dis d'emblée à M. Durin, il faut qu'on apprenne aussi, chaque fois qu'on exprime un point de vue, ne pas se livrer à des attaques personnelles, mais aussi répondre sur le fond des dossiers. Moi, je souhaite que l'aide à PSA, elle soit bien conditionnée. Et que toutes les garanties, Madame la Présidente, soient apportées par le groupe. Parce que, apporter une garantie sur la pérennité de sa présence. Vous l'avez vu, vous parliez des emplois, on est à peu près à 10 000 emplois à Sochaux. Il y a 30 ans, on avait 44 000. Alors, je ne suis pas nostalgique du temps passé, mais ça veut dire que les stratégies industrielles posent question sur la présence à Sochaux, quand on voit le désengagement, y compris d'un certain nombre de sites. Vous l'avez dit vous-même, c'est le rachat de plusieurs dizaines d'hectares que PSA revend. Donc moi je souhaite que, et vous pourrez compter sur notre engagement à vos côtés, non mais je le dis, je souhaite, et vous pouvez compter sur notre engagement à vos côtés, qu'on obtienne des garanties de PSA sur la pérennité de sa présence industrielle sur le site. Parce qu'on sait très bien que dans les stratégies du futur, c'est un monde en pleine mutation, que PSA n'est pas encore au niveau industriel mondial pour pouvoir assurer un avenir serein. Et donc,
cet investissement de la région, il faut vraiment, qui n'est pas négatif, qui n'est pas anecdotique, hein, il faut vraiment qu'on ait des engagements fermes. Et moi, j'attends des précisions sur la nature des engagements qui ont été pris par PSA. Et vous pourrez compter sur notre résolution pour qu'ils se voient respectés. Si tant est qu'ils existent, c'est la question que je vous pose. Au-delà de ces deux dossiers économiques, qui sont très importants, moi, je veux redire aujourd'hui, puisqu'il y a un compte administratif, vous n'en avez pas parlé, c'est le bilan de l'année écoulée. C'est là où on se dit, est-ce que les sommes qui ont été consacrées et qu'on avait annoncées, elles ont bien été dépensées? C'est le bilan. Et c'est un bilan extrêmement important parce qu'il se situe, j'allais presque dire, plus qu'à mi-mandat, puisque le temps désormais se rapproche du renouvellement. Et moi, je constate une chose. Je trouve que dans le contexte économique que nous traversons, et là encore, Madame la Présidente, arrêtez de dire que chaque fois qu'on fait un examen clinique de la réalité sociale et économique de notre territoire, on viserait à le dévaloriser. Je crois que regarder la vérité en face de la situation économique, c'est aussi se donner une chance d'inverser la tendance. Moi, ce que je constate, et je le regrette, c'est que la région n'investisse pas davantage et plus directement dans les stratégies du futur. Moi, je suis d'accord sur les objectifs que vous annoncez. Simplement, j'ai un désaccord sur la méthode parce qu'on constate qu'elle n'est pas au rendez-vous du futur. On a le compte administratif, c'est-à-dire le bilan de l'année écoulée. Alors les chiffres, vous pouvez toujours leur faire dire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas les contester. Moi, ce que je constate, c'est qu'on investit moins que les autres régions françaises. Et j'aimerais qu'on me réponde sur ce point. Moyenne des régions françaises, j'ai regardé, pour l'année écoulée, 36 à 38% de dépenses d'investissement du budget total. 36 à 38. En Bourgogne-Franche-Comté, on est passé en dessous de la barre des 30%. C'est ce que je constate dans les chiffres. Entre 2017 et 2018, parce qu'on a eu un débat sur ce sujet en disant qu'il faut profiter en plus de taux d'intérêt bas pour investir massivement auprès des entreprises, et j'y reviendrai. Entre 2017 et 2018, la part des dépenses d'investissement a diminué de 2 points. C'est incontestable. Donc je le dis, nous sommes en train de décrocher au plan de l'investissement du reste des régions françaises. Et votre politique économique ne permet pas de corriger ce phénomène et de rattraper le retard déjà pris. Dans le même temps, ce que je constate, et vous ne pourrez pas le nier, même si des efforts ont été faits, le fonctionnement hors transfert de compétences continue de progresser de 1,2% quand celle des autres régions françaises, les dépenses de fonctionnement, baissent de 1,9%. En résumé, on dépense trop en fonctionnement et pas assez en investissement. Et c'est le développement économique qui pâtit de vos choix. Alors, vous avez continué à embaucher. Et ce qui m'inquiète, c'est que M. Nuño nous a même dit que ça allait continuer en commission des finances. On a le procès verbal. Vous allez racheter également des locaux pour 1,5 million d'euros dans la tour Elitis, sans que nous ayons une vision globale de l'utilisation de l'ensemble des locaux que vous louez dans la région, que nous possédons dans la région, et une mise en perspective. Le budget de la communication, je n'en parle pas, il a explosé littéralement. Et finalement, on voit que la victime, c'est le développement économique. Et là aussi, je vais être très précis, j'aimerais que vous me répondiez précisément, les crédits d'investissement affectés à l'action économique cette fois ont diminué de 26,5 millions entre le CA 2017 et le CA 2018, le compte administratif. Voilà. On est passé de 72,9 à 46,4. Voilà les chiffres. Donc, on aurait pu investir davantage, Madame la Présidente, sans dégrader la situation financière, parce que je constate que les recettes perçues au titre de la fiscalité ont augmenté de 20 millions d'euros. Voilà les chiffres. Alors, moi, vous savez, je ne fais pas de procès d'intention. Madame la Présidente, je ne doute pas de votre volonté personnelle de faire bouger les choses. Mais c'est la méthode qui n'est pas bonne. Et je vous invite à nous répondre sur le fond des questions que vous posez. Sur l'industrie du futur, bien sûr qu'il faut s'engager sur l'industrie du futur. Je souscris à cet objectif. Mais Madame la Présidente, au lieu de faire un appel à projet en direction des compagnies consulaires et des fédérations, ce serait plus simple et plus efficace d'aider les entreprises directement en vous entourant d'un groupe d'experts, c'est d'ailleurs ce qui est le cas au plan national sur les investissements d'avenir, qui permettrait d'aider directement les entreprises. Parce que là, le temps est un ennemi en matière économique. Et si vos dispositifs ne marchent pas autant qu'ils le devraient, ce n'est pas de la faute des porteurs de projets, comme d'ailleurs pour les formations. Vous avez dit, on ouvre des formations, elles ne sont pas pourvues. Il faut peut-être s'interroger sur les conditions dans lesquelles on les ouvre. Donc moi, ce que je vous dis, la responsabilité du politique, c'est d'évaluer les dispositifs et de ne pas se livrer simplement
à une mise en marche qui vise à faire de l'esbrouf, à afficher de la communication, et finalement, le résultat n'est pas là derrière. Donc moi, je vous invite à revoir le dispositif pour qu'on aide dans l'industrie du futur directement, parce que les entreprises, je vais vous dire ce qui se passe. Quand il y a une urgence que vous voulez investir dans une stratégie du futur ou dans un investissement du futur, le temps presse et les entreprises préfèrent s'en passer parce que l'économie n'attend pas. Voilà. Alors, moi je vous le redis, dans le contexte économique qu'on traverse, en particulier en Bourgogne, même sur le taux de chômage, moi je vous invite, quand vous disiez que le taux de chômage est plus bas en Bourgogne-Franche-Comté qu'ailleurs, je vous invite à rapprocher cette donnée du départ d'un certain nombre de nos compétences et de nos talents de la région. Parce que nous avons un taux de chômage inférieur, mais il faut regarder l'effet de migration vers l'extérieur de notre région, de nos talents. Mais c'est un sujet qui est récurrent, qui n'est pas nouveau. Enfin, dernier sujet, le SRADET, Madame la Présidente. D'ailleurs, le schéma régional d'aménagement, c'est un peu techno cette affaire, mais enfin, est-ce que les législateurs se font parfois plaisir ? Et bon, j'ai moi-même connu ça, enfin, j'ai essayé de le faire avec mesure, mais enfin, on a un SRADET. Voilà. C'est-à-dire qu'on va dessiner finalement l'avenir de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'en 2050. Bon, c'est un gros travail, effectivement, mais enfin, bon, vous avez choisi une méthode, vous avez fait les cafés, etc. Bon, c'est très intéressant. Moi, je ne veux pas rentrer dans le détail, hein. Patrick Jean y reviendra, mais je voudrais simplement souligner une chose. On ne fera pas travailler les territoires ensemble en les mettant au pas, mais plutôt en les respectant. Et je m'interroge sur votre vision affichée, qui, je le pense, va accentuer le phénomène de concentration urbaine. J'ai juste une phrase à vous lire. Dans le fascicule, alors ça s'appelle la règle numéro 5. Je m'en excuse auprès de ceux qui nous regardent, mais enfin, bon, on va essayer de faire simple. Alors, moi, j'ai essayé de réfléchir à ce que ça voulait dire, parce que c'est quand même compliqué dans l'expression. Les documents d'urbanisme définissent la localisation des équipements et ERP structurants, activités, services, surface commerciale, en privilégiant le renforcement des centralités. En privilégiant le renforcement des centralités. Ou à défaut, sous condition de desserte par des offres de transport alternatives. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce mot, l'autosolisme. Vous pensez que vous voulez dire quand on est seul dans sa voiture? Ah bon, d'accord. Bon. Enfin voilà, bon. En évitant finalement... Bon. Moi, je suis extrêmement préoccupé par cette seule phrase. Et je vous le dis, hein, nous avons un débat qui est devant nous, c'est sur le fait, est-ce qu'on va continuer à bâtir l'avenir d'un pays ou d'une grande région sur le fait métropolitain, ou est-ce qu'enfin on va faire de la chance territoriale que nous avons un atout d'attractivité, puisque vous le savez dit vous-même, la qualité de vie participe aussi des choix d'attractivité d'un territoire. Donc la question est là. Alors moi j'aimerais que vous m'expliquiez cette règle numéro 5, parce que sans quoi, effectivement, on ne peut pas souscrire à une métropolisation croissante, et je sais de quoi je parle. Enfin, je m'interroge sur la prescriptibilité et sur ses conséquences concrètes. C'est-à-dire que c'est un document, si M. Molinos voulait bien ne pas me présenter son arrière-dos, puissant pendant que je m'exprime, ce serait quand même sympathique. Non, mais vous pouvez faire le tour pour vous présenter de face. C'est mieux pour la... oui, mais c'est bien ce que j'ai compris. Bon, en tout cas, je m'interroge aussi sur le caractère prescriptif d'un certain nombre de mesures qui vont s'appliquer sur les PLU, mais ça, Scott, j'y reviendrai. Enfin, Patrick Jean y reviendra. Dernier sujet, bon, vous l'avez évoqué vous-même. Vous avez dit gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens de Bourgogne-Franche-Comté. Bon, d'abord, il y a l'application, il faut revenir, il faut mettre l'église laïque au milieu du village ou l'école au milieu du village. Il y a l'application de la réforme du lycée et l'instauration de nouveaux programmes. Et ce sont 7 à 9 livres qui vont être à acheter dès cette année, hein, en seconde et en première. Votre dispositif actuel prévoit une dotation de 20 € par élève. C'est loin de couvrir le coût que ça représentera, puisque des estimations que nous avons eues, c'est 250 € par élève. Alors, moi j'ai lu dans la presse, il y a un problème de fonctionnement dans cette Assemblée. Moi j'étais resté sur le programme, il n'y a pas de rapport de déposé ni d'amendement de déposé. J'ai lu dans la presse, enfin parce que je vous lis, plus parfois que vous nous parlez, vous annoncez dans la presse 50 €. Bon, sans même qu'on en était informé en commission, qu'on en discuté, et nous on avait posé la question à Michel Neugnot, d'ailleurs en commission. Avouez que c'est quand même une curieuse méthode que de procéder de la sorte, de découvrir dans la presse des sujets qui vont être abordés
sans même qu'on ait pu en débattre. Quand vous nous dites on veut une démocratie vivante, je crois que la démocratie, c'est pas simplement dans les cafés, ça commence ici. Et moi, je vous le dis très clairement, notre groupe refuse que ce soit les familles qui payent la différence, alors que vous avez promis de maintenir la gratuité des manuels scolaires pendant la campagne. On ne peut pas, il y a un mois, annoncer à grand renfort de communication un plan en faveur du pouvoir d'achat et se retrouver aujourd'hui sur une dépense qui peut s'élever à 250 €. Donc on vous demande de mobiliser simplement les moyens nécessaires, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres régions, j'ai vérifié, comme l'ont fait d'autres régions, pour préserver aussi le pouvoir d'achat des familles, au-delà, pour garantir à nos familles et à nos élèves les manuels qui leur sont nécessaires. Bon, je vais terminer par un point qui me tient à cœur, et que vous n'avez pas évoqué d'ailleurs assez curieusement, parce que vous auriez pu vous en féliciter, parce qu'au moins il y a une chose, je reconnais que votre vision budgétariste de la région est efficace, plus que les politiques que vous conduisez. Donc, j'ai vu que la trajectoire de 1,2 a été respectée, et donc, vous savez la règle, tous mes chers collègues, si on avait dépassé, c'était 100% de prélèvement par l'État du dépassement si on n'avait pas signé le contrat, 75% si on avait signé le contrat. Bon, vous l'avez respecté, c'est bien. Il y a l'argent des Bourguignons au franc-comtois que vous avez prélevé en plus ne repartira pas vers Paris. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais en tout cas, vous auriez pu faire l'économie de signer le pseudo-contrat imposé par l'État. Vous auriez pu le faire aux autres principes qui doivent nous rassembler, c'est-à-dire de faire vivre une république décentralisée pour tous les territoires et pour tous les citoyens.